Ma famille a humilié mon fiancé imaginaire devant tout le monde. Je n'ai rien dit, j'ai attendu. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il atterrisse en hélicoptère, leur offre des cadeaux hors de prix, et me demande en mariage juste pour leur prouver qu'ils avaient tort. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce n'était que le début de leur leçon. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. C'est une histoire très personnelle que je vais vous raconter aujourd'hui, une histoire de famille, de blessures et, je l'espère, de rédemption. Avant de plonger dans les détails, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. Le son de la centrifugeuse était une douce mélodie à mes oreilles. Dans mon laboratoire de Clermont-Ferrand, entouré de mes échantillons de roches volcaniques, j'étais dans mon élément. J'étais Élise, 29 ans, volcanologue, et mes roches étaient ma passion, mon refuge. Elle ne jugeait pas. Elle ne comparait pas. Elle racontait simplement l'histoire de la Terre, une histoire bien plus fascinante que les drames incessants de ma propre famille. Le téléphone vibra, brisant ma concentration. C'était Maxence, mon petit frère. Je décrochai avec un soupir. Élise. Alors, tu vis toujours avec tes cailloux? Sa voix était enjouée, mais avec cette pointe de condescendance qu'il maîtrisait si bien depuis l'enfance. Bonjour à toi aussi, Maxence. Oui, mais Caillou se porte bien. Que se passe-t-il? Bérénice et moi, on se fiance. On fait une grande fête chez les parents dans 2 semaines, à Lyon. Il faut absolument que tu viennes. Une fête de fiançailles. Dans la grande villa des Monts d'Or. Devant tous leurs amis riches et parfaits. Un frisson d'angoisse me parcourut. Immédiatement, un souvenir d'enfance me revint, aussi vif qu'une cicatrice. J'avais 8 ans, et j'avais trouvé une magnifique pyrite dans le jardin, brillante comme de l'or. J'avais couru, le cœur battant, pour la montrer à mes parents. Regardez. J'ai trouvé de l'or. Mon père avait à peine levé les yeux de son journal, et ma mère avait souri distraitement avant de s'extasier sur un dessin de Maxence, une simple maison avec un soleil difforme. Oh, regarde Jean-Pierre, notre fils est un artiste. Mon trésor, mon or, avait été relégué au rang de simple caillou. La douleur de cette indifférence, de cette comparaison constante, ne m'avait jamais vraiment quitté. Maxence était l'artiste, l'avocat brillant, le fils en or. J'étais, l'autre. La scientifique étrange. Élise? Tu es là? Oui, pardon. Félicitations, Maxence. C'est une excellente nouvelle. Alors, tu viendras? Bien sûr, je serai là. Puis vint la question fatidique, celle qui allait tout déclencher. Tu viendras seul, comme d'habitude? Un éclair de défi traversa mon esprit. J'en avais assez d'être la célibataire un peu pathétique, la pièce rapportée. Non, dis-je, ma propre voix me surprenant. Je viendrai avec mon petit ami, Bastien. Un silence. Puis un rire incrédule à l'autre bout du fil. Un petit ami? Toi? Depuis quand? Tu nous caches des choses. Ça fait quelques mois, mentis-je à moitié. Nous nous fréquentions, mais le terme « petit ami » n'avait jamais été officialisé. Fantastique, s'exclama Maxence, et je pouvais presque voir le sourire narquois sur son visage. Enfin! On va enfin rencontrer cet homme mystérieux. J'espère qu'il est présentable. Puis, il ajouta la phrase qui allait hanter mes 2 prochaines semaines. Surtout, ne nous fais pas honte devant la famille de Bérénice. Ils sont très à cheval sur les apparences. L'avertissement était clair. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. Et mon « +1 » venait de devenir l'attraction principale d'un cirque dont j'étais le clown désigné. Était-ce une bonne idée? Probablement pas. Mais pourquoi est-ce que je sentais que cette fois-ci, les choses pourraient être différentes? Les 2 semaines qui suivirent furent une forme de torture psychologique lente et méticuleuse. Le piège que j'avais moi-même tendu se refermait sur moi, orchestré avec une joie malsaine par mon propre frère. Maxence m'envoyait des messages presque tous les jours, sous des prétextes innocents, mais dont le but était clair, me mettre la pression et recueillir des informations sur le fantomatique Bastien. Alors, il fait quoi dans la vie, ton Bastien?
J'espère que ce n'est pas un autre collectionneur de cailloux. Ah! Il travaille dans la conservation de l'environnement, répondis-je sobrement. Ah, un écologiste. C'est mignon. Il gagne sa vie avec ça? Les parents de Bérénice sont un peu vieux jeu, tu sais. Ils aiment les situations stables. Chaque message était une petite pique, un rappel que je n'étais pas à la hauteur, et que mon partenaire, par extension, devait être examiné sous toutes les coutures. Puis, ma mère m'appela. Je sentis mon estomac se nouer. Son ton était faussement enjoué. Chérie, je suis si contente que tu viennes accompagner. J'espère que ton ami a un costume correct. Tu sais, la réception sera très élégante. Ce serait dommage de détonner. C'est un jour si important pour ton frère. Elle n'avait pas demandé si j'étais heureuse. Elle n'avait pas demandé comment j'allais. Elle s'inquiétait de l'apparence, qu'en dira-t-on, de la façade parfaite qu'il fallait maintenir à tout prix. Pour Maxence. Toujours pour Maxence. J'avais rencontré Bastien 3 mois plus tôt, lors d'une mission de terrain dans les Pyrénées. J'étudiais l'activité sismique près d'une zone protégée, et il était là, représentant le fonds privé qui finançait la réintroduction des ours. Il était calme, observateur, avec des yeux qui semblaient voir au-delà de ma timidité et de ma passion obsessionnelle pour la géologie. Il ne m'avait pas jugé. Au contraire, il m'avait posé des questions intelligentes, écoutant mes explications pendant des heures avec un intérêt sincère. Nous avions passé une semaine incroyable, à marcher dans les montagnes, à parler de nos passions respectives, à partager un lien qui semblait exister depuis toujours. Depuis, nous nous étions revus plusieurs fois, des week-ends volés entre ces voyages et mes recherches. Mais nous n'avions jamais mis de mots sur notre relation. C'était simple, naturel, et cela me convenait. Je n'avais pas besoin d'une étiquette pour savoir ce que je ressentais. Mais ma famille, elle, avait besoin d'une étiquette. Et ils avaient décidé que ce serait « fiancé ». Le coup de grâce arriva la veille de la fête. Maxence m'appela, sa voix pleine d'une urgence calculée. « Élise, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Maman a insisté pour inviter Madame Vasseur. » Madame Vasseur. L'amie de longue date de ma mère, une femme dont le seul passe-temps semblait être de juger la vie des autres. Oh, fut tout ce que je pus dire. Oui, et tu sais comment elle est, continua Maxence. Elle est très excitée à l'idée de voir ta bague de fiançailles. Mon sang se glaça. Maxence, je t'ai déjà dit que nous ne sommes pas fiancés. Oh, allez, Élise, ne complique pas les choses, dit-il, son ton devenant agacé. C'est juste un détail. Tu as dit que tu avais un petit ami, maman a compris, fiancé, et maintenant tout le monde le pense. Ce n'est pas le moment de créer un drame. Fais un effort, pour une fois. Il a raccroché avant que je puisse protester. Je suis restée là, le téléphone à la main, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était plus une simple fête. C'était un tribunal. Et j'étais l'accusé, jugé pour un crime que je n'avais pas commis, celui d'avoir osé prétendre à un bonheur qui, selon eux, ne m'était pas destiné. J'ai envoyé un message à Bastien, essayant de paraître décontracté, hâte de te voir demain. Juste pour te prévenir, ma famille est un peu intense. Il a répondu presque immédiatement, ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude des terrains hostiles. Sa réponse me fit sourire, mais l'angoisse ne me quitta pas. Le piège était en place. Demain, il se refermerait. Comment allais-je bien pouvoir m'en sortir? La villa de mes parents dans les Monts d'Or était magnifique, comme toujours. Le jardin impeccablement entretenu, la piscine scintillante sous le soleil de juin, les invités triés sur le volet, tous vêtus de lin et de sourires polis. En arrivant seul, j'eus l'impression d'être une note discordante dans une symphonie parfaite. Tous les regards se tournèrent vers moi, interrogateurs. Bastien venait de m'envoyer un message, il était coincé dans un embouteillage monstre près de Chambéry et serait en retard. Je me sentais terriblement exposée. Ma mère m'accueillit avec un baiser glacial sur la joue. « Élise, te voilà enfin. Tu es seule ? » Bastien a eu un empêchement, il sera là un peu plus tard, murmurai-je. Son sourire se crispa. J'espère. Ce serait vraiment dommage. Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Je me servis une coupe de champagne,
espérant me fondre dans le décor, mais c'était sans compter sur la détermination de ma famille à faire de cette journée mon procès public. Madame Vasseur, tel un vautour, fondit sur moi. Élise, ma chère. Alors, où est-il, ce prince charmant? Son regard balaya la foule, puis revint sur moi, ses yeux plissés de malice. Ou bien n'existe-t-il que sur le papier? Quelques personnes autour de nous ricanèrent. Je sentis le rouge me monter aux joues. Avant que je puisse répondre, Bérénice, la fiancée de mon frère, s'approcha, son énorme diamant scintillant de mille feux. Elle posa une main sur mon bras, un geste faussement compatissant. « Oh, Élise, ne vous inquiétez pas, dit-elle à Madame Vasseur, mais sa voix portait assez pour que tout le monde entende. Son fiancé est probablement occupé à sauver la planète. Ou peut-être qu'il s'est perdu dans une de ces grottes. » Elle chuchota ensuite à ses amis, mais le son porta jusqu'à moi. Franchement, je crois qu'elle l'a inventé. C'est un peu triste. Je sentis les larmes me piquer les yeux. J'aurais dû partir. J'aurais dû refuser de venir. Au lieu de cela, je restais là, pétrifiée. Je décidai de ne pas leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Je me redressai, regardai Madame Vasseur droit dans les yeux et dis, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru, je crois que les meilleures choses dans la vie valent toujours la peine d'attendre, madame. La surprise sur son visage fut ma petite victoire. Elle resta bouche bée un instant. Mais mon triomphe fut de courte durée. Maxence, mon propre frère, choisit ce moment pour porter le coup de grâce. « Oh, ma pauvre sœur, dit-il en s'approchant, son visage une caricature de pitié. Il prit ma main gauche, celle que je tenais crispée contre ma robe, et la leva devant tout le monde. « Regardez, annonça-t-il à la cantonade. Pas de bague. Élise, ma chérie, tu n'as pas besoin de faire ça. Nous t'aimons comme tu es, tu sais. » L'humiliation fut totale. Ce n'était plus de la moquerie, c'était un lynchage public, orchestré par ma propre famille. Les rires étouffés, les regards apitoyés, le silence gêné. C'était insupportable. Je retirai ma main brusquement, mon cœur martelant ma poitrine. Je cherchais une issue, une cachette, n'importe quoi pour échapper à cette cruauté. Si vous avez déjà été dans une situation où vous vouliez juste disparaître, ou si le comportement de ma famille vous révolte autant que moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous fait un scandale? Seriez-vous parti en claquant la porte? Je suis curieuse de lire vos réactions. Je sortis mon téléphone, une dernière lueur d'espoir. Peut-être qu'il était proche. Peut-être qu'il allait arriver et mettre fin à ce cauchemar. Mais le message qui s'afficha brisa mes derniers espoirs. C'était Bastien. Élise. La route principale depuis Grenoble est bloquée. Un éboulement. Je suis coincée. Je cherche une autre solution. Ne t'inquiète pas. Mon cœur sombra. Un éboulement. C'était fini. Il ne viendrait pas. J'étais seule. J'allais devoir affronter le triomphe de leur sourire narquois. Comment allais-je pouvoir survivre au reste de cette journée? C'était le moment. Le moment où j'allais admettre ma défaite, leur donner raison, et m'enfuir loin de leur regard triomphant. Je me tournai, prête à affronter ma mère pour lui dire que je partais, quand un son étrange et puissant déchira l'air. Un « thump-thump-thump » rythmé, qui fit vibrer les verres sur les tables et couvrit la musique d'ambiance. Toutes les conversations s'arrêtèrent. Tous les visages, y compris le mien, se tournèrent vers le ciel. Au-dessus de la ligne des arbres, un hélicoptère apparut. Ce n'était pas un de ces appareils de luxe, noirs et brillants. Non, celui-ci était rouge et blanc, un modèle souvent utilisé par les services de secours en montagne ou les gardes forestiers. Il ne passait pas au loin. Il descendait. Droit vers le grand champ adjacent à la propriété. Le souffle des pales fit s'envoler les serviettes en papier et menaça de renverser les arrangements floraux. Ce fut la panique pendant quelques secondes. Bérénice poussa un petit cri aigu en voyant sa décoration vaciller. Moi, j'étais figée. Mon esprit refusait de faire le lien. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être. L'hélicoptère se posa avec une précision surprenante. Le bruit assourdissant commença à diminuer. La porte coulissante s'ouvrit, et un homme en sortit.
Il portait un jean usé, des chaussures de randonnée et un simple polo. Il avait l'air fatigué, ses cheveux étaient en bataille, mais c'était bien lui. C'était Bastien. Il me chercha du regard dans la foule médusée. Quand nos yeux se croisèrent, un sourire immense illumina son visage. Il ignora les 50 paires d'yeux braqués sur lui et marcha droit vers moi, d'un pas rapide et déterminé. Arrivé à ma hauteur, il ne dit rien. Il laissa tomber un sac à dos sur l'herbe, me prit dans ses bras et m'embrassa. C'était un baiser passionné, désespéré, un baiser qui disait « Je suis là, enfin ». Le monde autour de nous disparut. Il n'y avait plus que le silence assourdissant de la foule et le goût de son soulagement sur mes lèvres. Quand il se recula, il me tint par les épaules, son regard parcourant mon visage. « Excuse-moi, mon amour. » La route était complètement bloquée. Un éboulement. J'ai cru que je n'arriverais jamais. Sa voix était rauque, pleine d'une véritable anxiété. Puis, il sembla enfin remarquer le reste des invités. Il se tourna vers eux, un bras toujours protecteur autour de ma taille, et dit d'une voix claire et forte, « Bonjour à tous. Je suis vraiment désolé pour cette entrée, spectaculaire. » Mon père fut le premier à retrouver sa voix. « Mais, comment ? Qu'est-ce que, c'est un hélicoptère des secours ?» Bastien eut un petit rire. « Pas tout à fait. C'est celui d'un ami qui travaille pour le parc national de la Vanoise. Il faisait une tournée d'inspection non loin de l'éboulement. Quand je l'ai appelé pour lui expliquer la situation, il a insisté pour me déposer. Il a dit qu'une urgence familiale était une urgence, point final. La logique était imparable. Ce n'était pas une démonstration de richesse ostentatoire. C'était une solution de fortune, un geste d'amitié, une preuve irréfutable de sa détermination à être là pour moi. Il n'était pas venu en prince charmant dans son carrosse, mais un homme d'action qui avait déplacé des montagnes, ou du moins, contourné une, pour tenir sa promesse. Il se tourna vers moi, son regard adouci. J'ai failli rater ça. J'espère que je n'ai pas tout gâché. Non, murmurai-je, un sourire naissant enfin sur mes lèvres. Tu es arrivé juste à temps. Le visage de ma famille était un poème. Un mélange de choc, d'incrédulité et d'une gêne palpable. Ils avaient voulu un fantôme. Ils avaient eu un homme qui avait littéralement fendu le ciel pour arriver. Comment allait-il pouvoir se sortir de cette situation ? Après avoir pris un instant pour se rafraîchir, Bastien réapparut, transformé. Il avait troqué ses vêtements de terrain contre une chemise en lin impeccable et un pantalon chino qu'il avait sorti de son sac à dos. Il avait l'air détendu, élégant, parfaitement à sa place. Le chaos de son arrivée s'était mué en une aura de calme et de confiance. Il se dirigea vers Maxence et Bérénice, un sourire chaleureux aux lèvres. Maxence, Bérénice. Toutes mes félicitations. Élise m'a tant parlé de vous. Je suis désolé d'avoir interrompu votre moment. Il leur tendit un paquet plat et élégant. Ce n'est pas grand-chose, juste une petite attention. Intrigués, ils l'ouvrirent. C'était une lithographie originale et numérotée d'un artiste contemporain de la région, Roger Pfind, connu pour ses œuvres inspirées par la nature et les paysages alpins. C'était un cadeau réfléchi, culturel, qui montrait un goût impeccable bien plus éloquent qu'un chèque ou un objet de luxe impersonnel. Maxence, qui se piquait d'art, resta sans voix. Puis, Bastien s'adressa à mon père. Il ne parla pas d'argent ou d'affaires. Il lui parla de géologie. Jean-Pierre, Élise m'a dit que vous étiez ingénieur. Vous devez savoir l'importance des études de terrain. Le travail de votre fille sur les minéraux rares dans le Massif central est absolument fondamental. Plusieurs entreprises du secteur des technologies vertes se basent sur ces recherches pour identifier de nouvelles sources d'approvisionnement durable. Soudain, mon travail, mes cailloux, n'était plus un passe-temps étrange. C'était une ressource économique stratégique. Il avait pris ce dont il se moquait et l'avait transformé en un sujet de conversation sérieux et respectable. Mon père, pris au dépourvu, se contenta de hocher la tête, visiblement impressionné. Bérénice, tentant de reprendre le contrôle, demanda avec une pointe d'arrogance, « Et vous, Bastien, que faites-vous exactement ?» Élise est restée très vague. Bastien lui sourit avec une humilité désarmante. « Oh, mon travail est bien moins passionnant.
Je dirige un petit fonds d'investissement privé. Nous aidons à financer des initiatives qui, selon nous, ont un impact positif. Des projets de conservation, des start-ups dans les énergies renouvelables. Des choses comme ça. C'est Élise qui fait le vrai travail sur le terrain. Moi, je ne suis que derrière un bureau. Un petit fonds d'investissement. Cette modestie était la plus grande des arrogances. Il venait de se décrire comme un simple employé alors que tout le monde comprenait qu'il était le décisionnaire, l'homme qui tenait les cordons de la bourse. Puis, il se tourna vers moi. Tout le bruit de la fête sembla s'évanouir. Il prit mes 2 mains dans les siennes. « Élise » commença-t-il, sa voix basse et intense, ne s'adressant qu'à moi. Je sais que nous n'avons jamais vraiment parlé du futur. Nous avons laissé les choses se faire. Mais ces derniers mois, j'ai réalisé quelque chose. Je ne veux plus jamais avoir à prendre un hélicoptère parce que j'ai peur de ne pas arriver à temps pour te défendre. Mon cœur s'arrêta. Tu es la seule personne qui regarde un paysage et voit la même chose que moi, pas seulement ce qu'il est, mais ce qu'il pourrait être. Tu comprends mon silence, tu partages ma passion. Je ne veux plus être juste l'homme qui te rejoint pour le week-end. Il mit un genou à terre. Un murmure parcourut la foule. Élise, tu es la personne la plus intelligente, la plus forte et la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Tu es mon point d'ancrage. Épouse-moi. Il ouvrit une petite boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas un diamant ostentatoire, mais un saphir bleu profond, de la couleur des lacs de montagne, serti sur un anneau de platine simple et élégant. C'était moi. C'était nous. Mes larmes coulaient, mais pour la première fois de la journée, c'étaient des larmes de joie. Oui, soufflai-je. Oui, bien sûr que oui. Il me passa la bague au doigt. Elle était parfaite. Alors qu'il se relevait pour m'embrasser, je vis le visage de ma mère. Elle me regardait, mais son expression n'était pas celle du bonheur. C'était celle du doute. Et quand il se tourna, elle s'avança et dit d'une voix glaciale, « Attendez. Qui êtes-vous, réellement ?» La question de ma mère tomba comme un coup près dans l'euphorie du moment. Le sourire de Bastien ne vacilla pas, mais je sentis sa main se resserrer légèrement sur la mienne. « Pardon, madame, dit-il poliment. J'ai posé une question simple, insista ma mère, son visage dur. Qui êtes-vous? Un petit fonds d'investissement? C'est vague. Vous arrivez du ciel, vous offrez des cadeaux coûteux, vous demandez ma fille en mariage. Tout cela est un peu théâtral, vous ne trouvez pas? Nous décidâmes de quitter la fête. L'ambiance était devenue électrique, et notre bonheur était trop précieux pour être exposé à leur scepticisme. Bastien salua poliment tout le monde, et nous sommes partis, laissant derrière nous un tourbillon de murmures et de regards confus. Il m'emmena dans un magnifique hôtel du centre de Lyon, où il avait apparemment réservé une suite. À peine la porte refermée, mon téléphone se mit à sonner. C'était ma mère. Je mis le haut-parleur. « Élise, je veux que tu rentres à la maison immédiatement. Et tu viens seule. »« Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Je ne sais pas qui est cet homme, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai demandé à Jean-Pierre de faire quelques recherches rapides. On ne trouve rien sur lui. Pas de profil LinkedIn, pas d'entreprise à son nom, pas de présence sur les réseaux sociaux. Rien. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est impossible. Soit il ment, soit il cache quelque chose de grave. C'est un escroc, Élise. Il profite de ta naïveté. » Chaque mot était comme un coup de poignard. Ma propre mère, incapable d'accepter mon bonheur, préférait imaginer le pire scénario. Je regardais Bastien. Il était assis sur le canapé, parfaitement calme, mais son regard était grave. « Dis-lui que nous allons parler, » me dit-il doucement. Je pris une profonde inspiration. « Maman, nous ne rentrerons pas ce soir. Si vous voulez des réponses, nous pouvons nous voir demain. Dans un lieu public. » Après une longue discussion houleuse, elle accepta à contre-cœur de nous retrouver dans un café le lendemain matin. Une fois l'appel terminé, un silence pesant s'installa dans la suite. « Elle a raison, » dit finalement Bastien. Je le regardai, choqué. « Quoi ? » Elle a raison sur un point. Je cache des choses. Ou plutôt, je ne les expose pas,
il se leva et alla regarder par la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux. Il y a quelques années, Élise, j'étais comme tout le monde. Je parlais de mon travail, je postais des photos de mes projets, j'étais fière de ce que j'accomplissais. Je menais un combat très public contre une société minière qui voulait exploiter une zone protégée en Guyane. J'ai donné des interviews, j'ai participé à des manifestations. Je me suis rendue visible. Il marqua une pause, et je vis une ombre passer sur son visage. Ils n'ont pas apprécié. Un soir, un de mes plus proches collaborateurs, un biologiste local, a été agressé en rentrant chez lui. Très violemment. Ils lui ont dit que c'était un avertissement. Pour lui, et pour moi. L'horreur de ces paroles me glaça le sang. Personne n'a jamais été arrêté. Après ça, j'ai tout changé. J'ai compris que le vrai combat ne se menait pas sous les feux des projecteurs, mais dans l'ombre. En finançant discrètement les bonnes personnes, en utilisant des réseaux d'influence, en agissant sans faire de bruit. Mon absence en ligne n'est pas un oubli, c'est une armure. C'est une mesure de sécurité pour moi, et surtout, pour les gens avec qui je travaille. Il se tourna vers moi, son regard intense. Je suis désolée, Élise. Je ne voulais pas que tu sois mêlée à ça. Je comprends que ta famille s'inquiète. Demain, je leur donnerai ce qu'ils veulent. Des preuves. Mais la vraie question, ce n'est pas de savoir s'ils me croiront. C'est de savoir si toi, tu me crois. Sa vulnérabilité me toucha en plein cœur. Ce n'était pas un prince parfait. C'était un homme qui portait des cicatrices, un homme qui avait appris à se protéger d'un monde parfois brutal. Comment ma famille allait-elle pouvoir comprendre une telle complexité ? Le lendemain matin, l'atmosphère du café cossu sur la presqu'île était tendue. Ma famille était déjà là, assise autour d'une grande table, formant un bloc uni et hostile. Mon père, Jean-Pierre, avait l'air grave. Ma mère, Martine, me foudroyait du regard. Maxence évitait mes yeux, tandis que Bérénice affichait un air de supériorité ennuyée. Nous nous sommes assis en face d'eux. Bastien était d'un calme olympien, ce qui semblait irriter encore plus ma mère. Alors, lança-t-elle sans préambule. Nous écoutons. Qui êtes-vous ? Bastien ne répondit pas directement. Il sortit son téléphone, tapa quelques instants, puis le posa sur la table. Je viens de vous envoyer un email à tous, dit-il tranquillement. Il contient quelques informations. Je vis mon père et Maxence sortir leur propre téléphone. Le mien vibra également. J'ouvris le message. Ce n'était pas un CV. C'était une liste de contacts. Des noms de directeurs de parcs nationaux, de chercheurs au CNRS, d'avocats spécialisés en droit de l'environnement, et même, le nom du conseiller écologique du ministre de la Transition énergétique. À côté de chaque nom, un numéro de téléphone et une note, autorisés à discuter de nos collaborations. Ce sont des noms, dit Maxence avec mépris. Ça ne prouve rien. C'est vrai, concéda Bastien. C'est pourquoi j'ai ajouté un deuxième document en pièce jointe. Mon père cliqua sur le fichier. Ses sourcils se haussèrent. C'était un relevé de portefeuille d'investissement d'une banque privée genevoise. Les chiffres étaient astronomiques, mais ce n'était pas ça le plus impressionnant. Tous les investissements étaient dirigés vers des entreprises d'énergie propre, de technologie de recyclage, de développement durable. Ce n'était pas de la spéculation, c'était de la conviction. Tout ça peut être faux, dit ma mère, mais sa voix avait perdu de son assurance. C'est possible, répondit Bastien. C'est pourquoi je vous suggère de faire quelque chose de très simple. Monsieur, dit-il en s'adressant à mon père. Prenez votre téléphone. Sur la liste que je vous ai envoyée, il y a le numéro de Monsieur Faure, le préfet de la région Occitanie. Je l'ai eu en ligne hier matin pour un projet de réintroduction du bouquetin. Appelez-le. Demandez-lui s'il connaît un certain Bastien qui travaille dans la conservation. Le défi était lancé. C'était un coup de poker magistral. Mon père hésita, puis, sous le regard insistant de ma mère, il prit son téléphone et s'éloigna pour passer l'appel. Un silence tendu s'installa. Bastien en profita pour se tourner vers ma mère et Maxence. Pendant que nous attendons, j'aimerais comprendre quelque chose, dit-il, son ton toujours calme mais avec une nouvelle fermeté.
Hier, j'ai cru comprendre que vous pensiez qu'Élise avait inventé ma simple existence. Que vous pensiez qu'elle était si désespérée qu'elle devait se créer un petit ami imaginaire. » Maxence rougit et regarda la table. Ma mère pinça les lèvres. « Laissez-moi vous dire où est votre erreur, » continua Bastien. « Vous pensez qu'elle a de la chance de m'avoir trouvé. La vérité, c'est que c'est moi, l'homme le plus chanceux du monde. Votre fille, votre sœur, est une scientifique brillante dont les travaux sont lus et respectés à l'international. Elle a une force de caractère et une intégrité que peu de gens possèdent. Elle aurait pu choisir un chemin facile, gagner beaucoup d'argent, mais elle a choisi de consacrer sa vie à quelque chose de plus grand qu'elle. Et vous, sa propre famille, au lieu de la célébrer, vous l'humiliez. Vous ne vous trompez pas sur moi. Vous vous trompez sur elle. Et ce, depuis des années. » Chaque mot était une vérité qui frappait juste. C'était la première fois que quelqu'un leur disait, à eux, la famille parfaite, qu'ils avaient tort. Juste à ce moment-là, mon père revint à la table. Il était pâle. Il s'assit lourdement. Il nous regarda, Bastien et moi, puis le reste de la famille. Le préfet a tout confirmé, dit-il d'une voix sourde. Il a dit que Bastien est l'un des mécènes privés les plus importants et les plus discrets pour l'écologie en France. Il a dit que l'État lui était reconnaissant pour son travail. Le silence qui suivit fut absolu. C'était le son de leur monde, de leur certitude, qui s'effondrait. La partie était terminée. Comment allait-il pouvoir me regarder en face, maintenant? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La confirmation du préfet avait agi comme une déflagration. Le masque de supériorité de ma famille s'était brisé, laissant place à un mélange confus de gêne, de regret et, pour certains, d'une colère mal dissimulée. Mon père, Jean-Pierre, fut le premier à réagir de manière authentique. Il posa son téléphone sur la table, joignit ses mains et regarda Bastien, puis moi. Il y avait une véritable détresse dans ses yeux. Je vous demande pardon, dit-il, sa voix rauque. À vous, Bastien, pour notre suspicion insultante. Et à toi, Élise, surtout à toi. Nous avons été aveugles. J'ai été aveugle. Je suis désolé. C'était sincère. Je le sentais. Pour la première fois depuis des années, mon père me voyait, moi, et pas seulement l'ombre de mon frère. Puis ce fut au tour de Maxence. Il se racla la gorge, refusant toujours de croiser mon regard. Ouais, désolé, sœurette. J'ai un peu déconné. J'étais juste stressée avec la fête et tout ça. Je ne voulais pas te blesser. Son excuse était faible, presque une insulte de plus. Il ne s'excusait pas pour sa cruauté, mais pour avoir été stressé. Il minimisait sa responsabilité, comme il l'avait toujours fait. Je pouvais voir dans son attitude qu'il était surtout vexé d'avoir eu tort, d'avoir été dépassé par l'homme de sa sœur qu'il avait tant sous-estimé. Enfin, ma mère. Elle prit une profonde inspiration, son visage une toile de contradiction. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, Élise. Tu le sais. Nous nous sommes juste inquiétés. Cet homme sort de nulle part. C'était notre devoir de parents de nous assurer que tu n'étais pas en danger. Son « excuse » était une justification. Elle retournait la situation, se plaçant en victime de son propre amour parental. Elle ne s'excusait pas de m'avoir humiliée, elle justifiait ses actions par une prétendue inquiétude. La vérité, c'est qu'elle ne supportait pas d'avoir perdu le contrôle, de ne pas avoir validé mon choix. Je restai silencieuse, laissant leurs paroles flotter dans l'air. Bastien sentit ma déception et posa sa main sur la mienne sous la table. « J'apprécie vos excuses, dis-je finalement, ma voix calme mais dénuée de chaleur. Mais une blessure ne disparaît pas juste parce qu'on dit « pardon ». Ce qui s'est passé hier, ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la méchanceté. Et ce n'était pas la première fois. Je regardai Maxence, puis ma mère. Vous m'avez traitée comme une idiote, comme une menteuse, devant tous vos amis. Vous avez piétiné ma vie et mes choix pendant des années. Je ne sais pas si quelques mots dans un café peuvent effacer ça.
La conversation prit fin sur cette note amère. Nous nous levâmes pour partir. Mon père se leva aussi et me serra maladroitement dans ses bras. C'était un début. Mais alors que nous sortions, j'entendis ma mère murmurer à Maxence, « N'importe quoi. On s'excuse et ce n'est toujours pas assez. » Quelle comédie. Il n'avait pas compris. Ou plutôt, il ne voulait pas comprendre. Mon père commençait à voir la vérité, mais ma mère et mon frère étaient encore piégés dans leur propre ego. En quittant le café, la main de Bastien dans la mienne, je me sentis à la fois soulagée et profondément triste. La bataille était gagnée, mais la guerre pour la reconnaissance et le respect de ma propre famille était loin d'être terminée. Bastien me regarda et dit, lisant dans mes pensées, « Laisse-leur du temps. Ne te force pas à pardonner tout de suite. La guérison prend du temps. » Il avait raison. Mais au fond de moi, une question subsistait, le temps pouvait-il vraiment tout guérir? Les semaines qui suivirent furent étranges, marquées par un silence prudent et des tentatives maladroites de rapprochement. Ma mère ne m'appela pas, et je ne l'appelais pas non plus. C'était une trêve tacite, un espace dont nous avions toutes les deux besoin, même si je savais que la conversation que nous avions eue au café n'était qu'un pansement sur une plaie profonde. Puis, un soir, mon père m'appela. Sa voix était hésitante, inhabituelle. « Élise ? Je te dérange ? » ? « Non, papa, pas du tout. »« J'ai fait quelque chose, dit-il. Après notre discussion, je suis allé à la bibliothèque. J'ai lu quelques articles sur la volcanologie. Sur les minéraux dont Bastien a parlé. C'est fascinant. Je n'avais aucune idée. Je restais sans voix. Mon père, l'ingénieur pragmatique qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour mon travail, avait fait l'effort de chercher à comprendre. Je ne comprends pas tout, bien sûr, continua-t-il en riant un peu. Mais je voulais juste te dire, je suis fier de toi. Vraiment. J'aurais dû te le dire plus souvent. Les larmes me montèrent aux yeux. C'était plus qu'une excuse. C'était un acte. Un pont qu'il essayait de construire au-dessus de l'abîme qui nous avait séparés pendant des années. Quelques jours plus tard, je reçus un email de Maxence. L'objet était simplement « pour toi ». Sans aucun autre mot, il y avait un lien vers un site web. Je cliquai. C'était un site magnifique, professionnel, élégant, dédié à mes recherches. Il avait rassemblé mes publications, des photos de mes missions sur le terrain, et même créé une section « blog » où je pourrais partager mes découvertes. C'était un outil de communication incroyable, quelque chose que je n'avais jamais eu le temps ou les compétences de créer moi-même. Tout en bas de la page, en petits caractères, il y avait écrit « conçu par un frère admiratif ». Je lui répondis simplement « merci. C'est le plus beau cadeau que tu m'aies jamais fait. » Il me répondit presque instantanément « Je ne comprends peut-être pas tout ce que tu fais, Sœurette. Mais je veux que le reste du monde ait une chance de le faire. » C'était sa façon de dire pardon. Une façon concrète, utile, qui valait plus que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Ces gestes, celui de mon père et celui de mon frère, commencèrent à faire fondre la glace autour de mon cœur. C'était lent, fragile, mais c'était un début. Ma mère, cependant, restait silencieuse. Son absence de communication était un poids, un rappel constant que la blessure la plus profonde n'était pas encore refermée. Bastien me conseilla la patience. Elle est probablement en train de gérer sa propre fierté, me dit-il. C'est la plus difficile à convaincre, car c'est elle qui a le plus à perdre, l'image qu'elle a d'elle-même en tant que mère parfaite. Je me concentrais sur mon travail, sur mon amour naissant avec Bastien, essayant de ne pas laisser le silence de ma mère assombrir mon bonheur. Je préparais une proposition de recherche importante, un projet qui pourrait changer la donne dans ma carrière. Je travaillais jour et nuit, investissant toute mon énergie dans ce qui avait toujours été ma véritable passion. Et puis, un matin, alors que je analysais des données sismiques, mon téléphone sonna. Un numéro que je ne connaissais pas, avec un indicatif de Paris. Je décrochai, un peu agacé d'être interrompu. « Allô, Madame Élise Durand ? C'est moi-même. Bonjour, ici le professeur Letellier, de l'Institut de physique du Globe de Paris. Je vous appelle au sujet de votre dernière publication. » Mon cœur s'arrêta de battre. L'Institut de physique du Globe était la référence absolue dans mon domaine.
Qu'est-ce qu'il pouvait bien me vouloir? La voix du professeur Letellier à l'autre bout du fil était pleine d'un enthousiasme qui me semblait surréaliste. Il m'expliqua que ma dernière publication, celle sur laquelle j'avais travaillé si dur, avait fait grand bruit dans la communauté scientifique. Ma méthodologie pour analyser les précurseurs de micro-éruptions était considérée comme une avancée majeure. Élise, dit-il, abandonnant les formalités, ce que vous avez fait est remarquable. Nous montons une nouvelle mission de recherche en Sicile, sur les flancs de l'Etna. C'est un projet de grande envergure, financé par l'Union européenne. Et nous voudrions que vous en preniez la direction. La direction. Un projet européen. Sur l'Etna. C'était le genre d'opportunité qui n'arrive qu'une fois dans une vie. J'étais tellement abasourdi que je pouvais à peine articuler une réponse. Je balbutiai que j'étais incroyablement honoré, que j'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Quand je raccrochai, je restais assise dans mon laboratoire, le silence soudain assourdissant. Je regardais mes roches, mes graphiques, mes écrans d'ordinateur. Tout ce travail, toutes ces années de solitude et de dévouement, tout cela venait de prendre un sens nouveau et éclatant. Le premier que j'appelai fut Bastien. Quand je lui annonçai la nouvelle, il y eut un silence, puis un cri de joie. C'est fantastique, Élise. C'est absolument incroyable. Je le savais. Mais, c'est en Sicile, dis-je, une pointe d'inquiétude dans la voix. C'est loin. Et alors, répondit-il sans la moindre hésitation. J'ai toujours rêvé de vivre en Italie. La plupart de mon travail peut se faire à distance. On trouvera une belle maison avec vue sur le volcan. Ne pense même pas à refuser à cause de moi. C'est ton moment. Vis-le à fond. Son soutien inconditionnel était le socle sur lequel je pouvais désormais construire ma vie. La nouvelle se répandit rapidement. L'Institut publia un communiqué de presse, qui fut repris par plusieurs médias nationaux. Soudain, mon nom et mon visage étaient dans les journaux, sur des sites d'information. Une jeune volcanologue française à la tête d'un projet européen majeur. Ce soir-là, alors que Bastien et moi célébrions avec une bouteille de champagne, mon téléphone sonna. C'était maman. J'hésitai, puis je répondis. Allô? Sa voix était étranglée par les sanglots. Élise? Je viens de te voir aux informations de 20h. Sur France 2. Je ne savais pas quoi dire. Ils ont montré ta photo, ils ont parlé de ton travail. Elle marqua une pause, reprenant son souffle. Je suis désolée, Élise. Oh, ma chérie, je suis tellement désolée. J'ai été une mère horrible. J'ai été si stupide, si aveugle. J'étais tellement obsédée par l'idée de réussite que je me faisais, avec les avocats, les médecins, que je n'ai pas vu que ma propre fille était en train de devenir une femme extraordinaire. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'était la première fois que je l'entendais admettre qu'elle avait eu tort, sans aucune justification, sans aucune excuse. C'étaient des excuses pures, nées d'un regret sincère. Le mur de glace qui s'était dressé entre nous pendant toutes ces années se fissura, puis s'effondra en un instant. Je pleurais aussi, des larmes de soulagement, des larmes qui lavaient des années de douleur. Je te pardonne, maman, dis-je. Mon père et Maxence prirent le téléphone à leur tour, leur voix pleine de fierté et d'excitation. Ils voulaient organiser une fête. Une vraie fête, cette fois. Pas pour des fiançailles, pas pour un mariage. Juste pour moi. Pour célébrer ma réussite. Bien sûr, répondis-je, un vrai sourire aux lèvres. J'adorerais. Fallait-il leur donner une seconde chance? À cet instant, la réponse me parut évidente. Oui. Parce que malgré tout, c'était ma famille. Et ils étaient enfin en train d'apprendre à m'aimer pour ce que j'étais vraiment. La fête que ma famille organisa n'avait rien à voir avec celle des fiançailles de Maxence. Elle était plus petite, plus intime, et l'atmosphère était chargée d'une émotion sincère. Il n'y avait pas d'invités pour impressionner, seulement la famille proche et quelques-uns de mes plus anciens amis. Pour la première fois, j'étais le centre de l'attention, non pas comme un sujet de pitié ou de moquerie, mais comme une source de fierté. Mon père porta un toast. Il leva son verre, ses yeux brillants d'émotion. À ma fille, Élise, dit-il, sa voix tremblante. Qui nous a appris que le succès ne se mesure pas à la taille de son salaire,
mais à la grandeur de ses passions. Nous sommes si fiers de la scientifique que tu es devenue, mais encore plus de la femme courageuse et déterminée que tu as toujours été. Maxence me prit dans ses bras, une étreinte franche et chaleureuse. Tu es mon héroïne, sœurette, me chuchota-t-il à l'oreille. Tu m'as montré ce que signifie vraiment suivre son propre chemin. Plus tard dans la soirée, ma mère s'assit à côté de moi, me prenant la main. Elle ne dit rien pendant un long moment, se contentant de me regarder, un sourire triste et tendre sur les lèvres. Je vais passer le reste de ma vie à me rattraper, dit-elle finalement. Je veux tout savoir sur tes volcans. 6 mois plus tard, Bastien et moi nous sommes mariés. Ce ne fut pas une grande cérémonie, mais une fête intime sur les pentes de l'Etna, en Sicile, avec le volcan fumant doucement en arrière-plan. Notre famille et nos amis les plus proches étaient là. Mon père m'a conduite à l'hôtel improvisé, ma mère a pleuré de joie, et Maxence était le témoin de Bastien. En échangeant nos vœux, je regardais cet homme qui avait fendu le ciel pour moi et cette famille qui avait appris à traverser ses propres abîmes pour me retrouver. J'ai compris que la plus douce des revanches n'était pas de voir les autres avoir tort, mais de construire un bonheur si solide et si authentique qu'il les invite à devenir meilleurs. Mon histoire est celle d'un long voyage, des humiliations d'une fête de famille à la chaleur d'une réconciliation. Elle nous rappelle que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, pas même de celui de notre propre famille. Elle est en nous, dans nos passions, dans notre courage à être qui nous sommes. Parfois, ceux qui nous aiment ont simplement besoin d'un choc, peut-être même d'un hélicoptère pour enfin ouvrir les yeux et nous voir vraiment. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a touché. Si vous avez déjà vécu une expérience où vous avez dû vous battre pour que votre famille reconnaisse votre valeur ou vos choix de vie, j'adorerais que vous la partagiez dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires comptent, et je les lirai toutes. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si mon parcours vous a inspiré, et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits de vie. Prenez soin de vous, et à très bientôt.